Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 27e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Vous savez, quand on voit certaines personnes démarrer des projets, on peut sentir qu'ils vont réussir et faire quelque chose de gros. Et se dire par exemple, ah ouais, c'est bon, lui avec son projet, il va réussir. C'est sûr, ce n'est qu'une question de temps. Ou alors on peut sentir l'inverse et se dire un truc du genre, oula non, lui c'est un loser, il réussira jamais. Il n'y a pas moyen qu'il aille loin avec ses trucs, ça marchera jamais. Mais la vérité c'est que tout ça n'est pas très fiable en fait. On peut penser qu'assez rapidement, le succès ou l'échec d'un projet est évident, mais en fait, non. Parce que le succès est quelque chose de très nuançable et relatif. Déjà, je ne vais pas vous répéter encore une fois en longueur que l'échec est bien souvent une partie intégrante du puzzle du succès. J'ai déjà bien développé ce que j'avais à dire sur cette idée à partir de l'épisode 22. Mais même indépendamment de l'échec, tous les succès ne sont pas équivalents. On peut notamment distinguer succès à court terme versus succès à long terme et succès interne versus succès externe. Le succès interne, c'est grosso modo la contribution positive de ce projet à la vie et l'épanouissement de la personne qui réalise ce projet. Le succès externe, c'est la réussite du projet indépendamment de la personne qui réalise ce projet. Et on peut diviser ce succès externe en trois. Succès de conception versus succès de diffusion versus succès de réception. Le succès de conception, en gros, c'est le succès en termes de réalisation, de production et d'accomplissement. Si tu réalises et accomplis avec brio un projet ambitieux, alors tu as déjà cette forme de succès. Ensuite, le succès de diffusion, en gros, c'est le succès classique, en termes de nombre de ventes, de nombre de vues, en termes de ce que ça rapporte financièrement, etc. Tout ce qui est chiffres. Peu importe la qualité et le niveau du succès de conception, si ça fait un carton en termes de personnes touchées, alors il y a un succès de diffusion. Et enfin, le succès de réception, qui est en gros l'apport de valeur aux gens, indépendamment des succès de conception et de diffusion. Est-ce qu'au final, tout ça a apporté quelque chose de positif, que ce soit un service ou une satisfaction? Peu importe le niveau des succès de conception et de diffusion, si ça apporte de la valeur et de la satisfaction, alors il y a un succès de réception. Notez que la reconnaissance est partagée dans ces trois formes de succès. Un projet peut avoir de la reconnaissance parce qu'il est bien conçu, mais aussi parce qu'il est massivement diffusé, ou encore parce qu'il apporte service et satisfaction. Les trois facteurs entrent en jeu. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, réussir dans un type de succès ne veut pas automatiquement dire réussir dans les autres. Même si hélas, on a tendance à réduire le succès d'un projet uniquement à son succès de diffusion à court terme, à savoir les chiffres après son lancement, car c'est le plus simple à mesurer. Mais pourtant, bien souvent, le succès de diffusion à court terme d'un projet se fait au détriment du succès interne et du succès de conception, mais aussi souvent du succès de réception à long terme. Tout ça pour dire que pour jauger le succès, il ne faut pas se fier aux apparences superficielles. La vérité, c'est que si vous êtes engagé dans une voie de qualité pour vraiment réussir de manière saine et équilibrée dans le futur, il est très probable que dans le présent, ça n'en ait pas l'apparence pendant très longtemps. Et par conséquent, il est très probable que la plupart des gens ne verront jamais votre succès venir à l'avance. Et ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'y croire. Parce qu'il y a trop de choses que les gens ne voient pas et qui vont biaiser leur jugement. La plupart des gens n'ont aucune idée des précurseurs qui mènent aux victoires qui comptent vraiment sur la durée. Il se fait juste aux résultats superficiels. Par exemple, avec mon contenu et tout ce qui est à rattacher, je suis convaincu depuis que j'ai commencé que c'est un projet gagnant vis-à-vis des succès qui comptent vraiment. Mais j'ai vu plusieurs fois des gens regarder mon nombre de vues sur mes vidéos et se dire que non, c'est vraiment mal parti. Ça ne prend pas. Il doit y avoir un problème avec le contenu, etc. Sans chercher à réfléchir plus que ça à la question. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre au niveau des chiffres et du succès de diffusion, c'est que, dans l'absolu, les niches avancées ne sont pas si grandes. Dans le sens où, si vous faites quelque chose d'un tant soit peu pointu, le nombre de personnes qui vont être intéressables et qualifiables sera relativement petit. Mais vous pourrez construire un gros succès de réception avec ce petit nombre. Car de 1, ces personnes sont plus sérieuses et engagées, et de 2, la concurrence est également petite. De plus, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, le nombre de vues seul, ça veut rien dire sur le contenu, et même sur le potentiel de ce contenu. Tant que ce contenu n'a pas beaucoup de visibilité, et surtout tant qu'il ne touche pas les personnes qu'il est fait pour toucher.
Il faut d'abord prendre en compte la visibilité pour voir si les chiffres du contenu sont relativement bons ou pas. Le nombre tout seul ne veut absolument rien dire. Parce que si ton contenu est invisible, peu importe sa qualité, il n'y aura pas de vues et il n'y a rien qui pourra prendre. Et inversement, si tu as une visibilité énorme, la moindre merde que tu publies pourra faire un paquet de vues. Les gens sous-estiment grandement l'influence de la visibilité sur les chiffres. Pourtant, quand tu y réfléchis, c'est évident que c'est le truc le plus important pour conditionner le succès de diffusion. Par exemple, avec la télé-réalité. En général, c'est très pauvre en termes de contenu. On est d'accord? C'est des personnes qui n'ont rien de spécial et qui font des trucs pas très intéressants. Mais c'est visible. Dans le sens où une personne qui zappe au hasard les chaînes de sa télé a de bonnes chances de tomber sur un programme de télé-réalité. Et du coup, pourquoi les gens regardent la télé-réalité? Eh bien, dans la plupart des cas, c'est tout simplement parce qu'ils sont tombés dessus sans vraiment le vouloir, ils ont regardé un peu, et ça a happé leur cerveau. Ils voulaient voir la suite. C'est la même chose avec le contenu qui utilise la visibilité de gros sujets visibles, plutôt que de créer ses propres sujets. Beaucoup de chaînes YouTube ne font que chercher les sujets les plus visibles pour faire des vidéos dessus et vampiriser leur influence. Et c'est très dur d'avoir cette stratégie et en même temps de construire quelque chose, de faire du contenu qui ne soit pas creux et superficiel. C'est possible, mais très délicat. Et le vrai problème, c'est que d'une certaine manière, en faisant ça, tu ne fais que développer les autres et pas toi-même. Les gens ne viennent pas tellement pour ce que tu as à dire toi, mais pour les sujets que tu abordes. Donc, pour en revenir aux différents succès de diffusion, oui. Succès à court terme, oui. Mais succès à long terme et succès interne, non. Bref, n'importe quel contenu, ou plus généralement n'importe quel produit, peut avoir plus de chiffres et donc plus de succès de diffusion avec de la visibilité, indépendamment de sa qualité. Le succès de diffusion est donc essentiellement conditionné par le réseautage, qu'il soit délibéré ou automatique, direct ou indirect. Il y a pas mal de gens qui ont plus ou moins le même talent que des gens super connus, alors qu'ils n'ont pas un millième de leur popularité. La raison étant que le talent n'est pas du tout un élément suffisant, et même nécessaire, pour être très populaire. Être très populaire est plus une question de position dans les réseaux, à commencer par le réseau de conscience. Pour avoir une petite idée du potentiel de succès externe à venir, d'un projet de chaîne YouTube, ou plus généralement d'un produit, il faut donc raisonner de manière un peu plus poussée, et moins grossière que se focaliser sur le succès de diffusion. Bien sûr, on peut déjà commencer par regarder le succès de réception à travers les indicateurs humains, sur Internet, les likes et les commentaires. Si vous allez sur une chaîne YouTube encore peu connue, et que vous voyez des commentaires vraiment élogieux, c'est très bon pour la suite. Parce que si ça plaît beaucoup à certaines personnes, ça veut dire qu'il y a un marché, et que des personnes sont prêtes à donner priorité et fidélité à ce genre de contenu. Cette notion de priorité et de fidélité est vraiment importante. Si vous voulez, c'est mieux d'avoir un pourcentage de personnes qui adorent votre produit, plus un pourcentage de personnes qui n'aiment pas, plutôt que d'avoir 100% de personnes qui aiment bien votre produit, mais sans adorer. Pourquoi? À cause de la compétition des ressources attentionnelles et temporelles. Les personnes qui vous aiment juste bien, elles ne feront jamais de vous une priorité. Et comme le temps et l'attention de chaque être humain est limité, elles iront voir ailleurs. Ce principe est valable pour les relations humaines d'ailleurs. Autre indicateur fiable vis-à-vis du contenu, la pente de la courbe d'évolution des chiffres à travers le temps. Même si les chiffres sont très petits, on peut déceler la qualité de la pente de la courbe d'évolution. Et cette pente nous informe du succès de réception indépendamment du succès de diffusion. Par exemple, sur YouTube, on peut regarder la pente d'évolution des vues et des likes à travers le temps. Si le contenu de la chaîne a du potentiel, alors, hors événement particulier, la pente sera positive tout du long, même si c'est léger. Si le contenu n'a pas de potentiel en revanche, ou si son succès dépend des sujets qu'il vampirise, alors ça fera des zigzags. Tantôt la pente sera positive, tantôt elle sera négative. Pareil, on retrouve ici l'aspect fidélité. Également, on peut regarder la vision de l'auteur, ce qui va ici nous informer du potentiel succès de conception à long terme. Est-ce que le créateur de la chaîne a une vision unique et mature, ou est-ce qu'il essaie de trouver des sujets au jour le jour? Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 178, sur la durée, au final, l'évolution de chaque chaîne YouTube existante est limitée par la vision de leur auteur. Au bout d'un moment, il n'y a plus de surprise. C'est la vision et la maturité de l'auteur, le facteur qui explique le mieux où en est arrivée la chaîne et le succès qu'elle a pu avoir. Parce qu'au final, c'est ça le métaparamètre qui joue vraiment à travers l'ensemble des vidéos. Il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose que j'aime bien faire personnellement, de faire le lien entre l'auteur et son succès. De me dire pourquoi cette personne a réussi à se démarquer et maintenir son succès.
qu'est-ce qu'elle a de particulier en plus que les concurrents n'ont pas? Car quand tu creuses, c'est toujours parfaitement sensé. Le monde est beaucoup plus logique et sensé qu'on pourrait le croire. On ne se maintient jamais année après année dans une position compétitive par hasard. Le temps est un égalisateur. Quand tu arrives à la limite de ta vision et de ta maturité, ça ne peut plus vraiment se développer drastiquement derrière. Tu commences à tourner en rond, le temps ne te permet plus de développer tes résultats. Pour relancer la progression, il va falloir atteindre un nouveau palier de vision et de maturité. Il va falloir te réinventer. Il va falloir faire évoluer ton fonds d'opération. Le fonds d'opération, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les premières vidéos, vers l'épisode 19 et les suivants, et notamment dans l'épisode 28. Mais c'est un prédicteur énorme. Ça explique pratiquement tout en fait. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais en gros, ça désigne toutes les constantes qu'un individu porte de manière latente avec lui, et à partir desquelles il opère son existence dans le présent. Dans le même ordre d'idées, on peut jauger la productivité, la détermination et la patience de l'auteur. La patience est d'ailleurs un grand signe de maturité. Tu ne peux incarner la patience que si tu as compris la puissance de la patience. Et tu ne peux comprendre la puissance de la patience que quand tu as eu des résultats qui sont venus très très longtemps après les efforts. La patience n'est pas quelque chose que l'on comprend vraiment a priori. Et pour plus d'infos sur la patience, je vous renvoie à l'épisode 173. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.